Bonjour, bienvenue dans Makercast. Salut. Je suis avec Jean Rivière. Alors, ce que je t'invite à faire, toi qui écoutes ou regardes ce podcast, puisqu'il est aussi disponible sur YouTube en vidéo, c'est d'aller commencer par écouter ou regarder le podcast de Jean Rivière, qui est la première partie de ce podcast-là, où c'est plus Jean qui me pose des questions, et là c'est la suite où c'est plus moi qui vais poser des questions à Jean. Ça te va ? Ouais, parfait. Effectivement, on avait commencé à discuter chez moi, exactement au même endroit et partout, sauf que voilà, c'est la deuxième partie donc. Et je pense que du coup, Antoine a dû parler plus chez moi que moi je vais parler là. Donc si t'as envie d'écouter Antoine, ça se passe, je sais pas, t'auras mis un truc. Ça se passe sur le lien qui est en description. Juste pour te présenter, Jean. Alors j'adore te voir à chaque fois parce que c'est toi qui m'a un peu vraiment motivé au début à me lancer sur Internet, parce que voilà, j'étais dans une période où j'étais étudiant en alternance et tout, en stage. J'avais vraiment envie d'avoir plus de liberté dans ma vie. J'ai découvert ce que tu faisais à l'époque, c'était des articles de blog et ça m'a motivé à fond, et je me suis dit il faut absolument que je fasse comme lui. Ta vie me paraissait juste géniale, tu vois. Et du coup, après, j'ai tout fait pour y arriver. J'ai lancé un blog, puis ensuite j'ai lancé des vidéos, puis ensuite j'ai fait un podcast et j'ai vendu des formations. Et j'ai commencé à en vivre. Donc c'est en grosse partie grâce à toi que j'en suis là. Donc je t'en suis reconnaissant. Et c'est la troisième fois que je fais une interview toi. Il y en avait déjà 2 autres sur la chaîne, parce que chaque année je viens de voir généralement. Et je voudrais commencer juste parce que je sais que j'ai pas mal d'étudiants qui me suivent. Je voudrais juste parce qu'on t'en parle pas souvent ça dans tes vlogs ou dans tes podcasts. Est-ce que tu peux raconter un peu comment t'es passé d'étudiant à entrepreneur et qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors moi, ce qui m'a motivé, c'est que je voulais pas être salarié. Donc si tu veux, moi je suis parti. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le web, j'ai pas du tout commencé en faisant ce que je fais aujourd'hui, tu vois, du contenu ou bien des vidéos ou des podcasts ou des formations. Moi, j'ai commencé à l'époque. Moi, j'étais un passionné de Photoshop. J'étais vraiment à fond sur Photoshop. C'était un peu mon loisir. Et puis j'avais un pote qui était programmeur. Et puis on bidouillait des sites web. On s'amusait un peu avec ça. Et moi, j'ai pas travaillé beaucoup comme salarié finalement, parce que j'ai fait des boulots pas top. Si, j'avais fait des stages qui étaient intéressants pendant mes études, mais après j'ai bossé chez Brice, un magasin de fringues, j'ai bossé chez Mobalpa, un truc de cuisine, parce que je trouvais rien qui m'intéressait. Moi, je voulais bosser là-dedans, tu vois, je voulais faire du Photoshop ou des trucs comme ça, ou des trucs de site web. Du coup, j'ai envoyé plein de CV. Tu sais comment ça marche, ça doit être pareil maintenant. Et puis voilà, tu vois, après certainement, je pensais que j'étais meilleur que ce que j'étais aussi, donc du coup après t'es déçu, et du coup je me suis dit c'est bon quoi, je me casse, surtout que j'avais eu des emplois salariés entre temps pour gagner ma vie, et que vraiment tu vois j'ai vraiment du mal avec le fait d'avoir quelqu'un qui te dit voilà, faut être là à telle heure, voilà, il y a des jours t'aimerais bien faire ton truc. Moi je sais que je suis vraiment mieux en gérant moi-même ce que je fais et mes journées et ce que j'ai envie de faire, et du coup je voulais faire ça. Je me suis dit voilà, tu vois, moi je bosse sur Photoshop, j'aime bien ça, je vais faire ça en indépendant. Et du coup avec mon pote on s'est mis à faire des sites web, et puis on a trouvé des clients, mais bizarrement, pas les clients qu'on cherchait à l'origine, mais des clients qui à l'époque faisaient des annuaires de sites, parce que c'était la grande époque du référencement. Je sais pas si tu t'étais déjà sur le web à cette époque-là, mais c'était une époque où il y avait des annuaires. Si tu te rappelles, tu sais, tu cherchais n'importe quoi, tu cherchais, je sais pas, nourriture pour chiens, t'allais tomber sur l'annuaire des chiens, et puis après t'allais tomber enfin sur le site web. Donc du coup t'avais plein de référenceurs qui faisaient des annuaires comme ça, et puis je me suis mis à faire des designs d'annuaires pour un client qui est devenu un super bon client, parce qu'on a fait à la chaîne, parce que le gars il devait sortir je sais pas combien d'annuaires par semaine. Et puis de là on a trouvé d'autres clients un peu plus intéressants, et puis de là on a monté des sites à nous où on gagnait de l'argent avec, et puis de là après on a un peu, je te raconte pas tous les détails, mais on a un peu fait chacun notre truc, c'est-à-dire parti sur des projets différents. Ensuite plein d'autres choses, et puis jusqu'à arriver à faire du contenu, ce que maintenant je fais depuis un bout de temps. Et puis là Ça fait combien de temps là que tu fais du contenu ? Sur mon blog, peut-être 2009, un truc comme ça, peut-être 2009, fin 2009 peut-être. Ouais, t'avais un blog qui s'appelait Web Marketing Junkie, et ça parlait de web marketing. Donc blog, et puis après vidéo, et après podcast. Et donc la question c'était comment je suis passé d'étudiant à ça. C'est ça, ouais. C'est surtout que moi je préférais vraiment, ou encore aujourd'hui, après comment dire,
moi j'ai toujours préféré, ou je préférerais toujours être même dans le besoin. Aujourd'hui, je suis pas dans le besoin, mais je préférerais même être dans le besoin que d'être salarié. Donc moi, c'est vraiment, tu vois, j'ai une psychologie un peu comme ça. Ça dépend un peu de chacun, mais moi, je préférerais vraiment être vraiment dans une situation difficile. S'il y avait le choix entre une situation vraiment difficile et être salarié et devoir aller au bureau tous les jours, je choisirais la situation difficile, avec, pas pour y rester toute ma vie, mais en ayant tu vois, l'espoir d'en sortir ou d'en profiter justement pour bosser, pour construire quelque chose, quoi. Et du coup, c'est un peu cette attitude-là qui a fait que pour moi, c'est pas possible de faire autre chose que de bosser tout seul. Et le web, pour moi, c'était l'option qui paraissait la plus simple, parce que, la plus logique, parce que moi, je m'intéressais énormément à Photoshop et au web à l'époque. Et puis après, c'est devenu donc naturel d'explorer un peu ce qui se faisait d'autre sur le web. Et j'en suis venu à faire du contenu, puis ça m'a permis aussi de voyager, d'habiter ailleurs, comme toi qui a pas mal voyagé, qui voyage tous les ans comme ça. Moi, je suis parti m'expatrier. Ensuite, j'ai fait un petit tour du monde. Après, j'ai changé de pays. Il y a toute une histoire comme ça, mais qui aurait pas été possible finalement sans ça, quoi. Et quand est-ce que tu as compris que toute ta vie, tu travaillerais sur le web et que plus jamais tu reviendrais dans le monde un peu normal? Alors, peut-être pas que toute ma vie je travaillerai sur le web, dans le sens, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du contenu. Après, le web, c'est intéressant, mais moi, ça m'intéresse de moins, comment dire, tu vois, tout l'aspect technique web, tout ça m'intéresse de moins en moins. C'est-à-dire, tu vois, en plus, aujourd'hui, c'est de moins en moins stimulant. Autrefois, c'était quand même passionnant, dans le sens où quand tu construisais un site web à partir de zéro, tu vois, c'était quand même un truc, c'est comme construire une maison, c'est comme fabriquer, je sais pas, une maquette ou faire une peinture. Bon, aujourd'hui, ça devient tellement simple que tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo, tu la mets sur YouTube. T'as pas la sensation vraiment de créer quelque chose sur le plan technique, si tu veux. Si créer quelque chose dans ton contenu, mais pas le plan technique. Donc du coup, pour moi, le web aujourd'hui, c'est vraiment qu'un outil. Il y a des gens qui font le même métier, c'est-à-dire pas forcément le même métier, puis ça va pas être par la parole, mais des gens qui font le même métier, c'est-à-dire partager des idées, qui vont le faire en écrivant des livres, t'en as qui vont le faire en écrivant je sais pas quoi. Tu vois, peu importe finalement le format. C'est vrai que le web, c'est ce qui paraît le plus évident, mais si demain il y a un autre format qui existe et qui me permette de faire ça en voyage, tu vois, en n'étant pas forcément en France ou quoi, je le ferai aussi. Donc c'est pas vraiment le web pour le web, si tu veux, c'est plus le... je sais même plus c'était quoi la question, mais... Ouais, mais du coup, est-ce que, tu dis souvent que t'as passé beaucoup de temps, justement au début de ta carrière sur Internet, tu passais beaucoup de temps devant un écran, tu vois, à faire des sites, à améliorer ton blog, à bosser sur des tas de systèmes. Est-ce que justement c'est ça qui t'a un peu dégoûté de la technique pour créer le truc le plus simple possible? Alors, c'est pas que ça m'a dégoûté. Si, il y a des moments où forcément, je pense pour toi aussi, t'en as un peu marre de la technique, je sais pas, mais le fait est que t'as ça c'est un truc d'ailleurs qui aujourd'hui est vraiment rendu plus simple. Mais au début, quand moi j'ai commencé, si tu veux, t'avais vraiment très très peu de gens qui pouvaient être à la fois, en gros, fallait être soit un gros geek, mais vraiment dans la technique à fond, parce que à l'époque WordPress, WordPress c'est une plateforme, c'est un outil pour créer des blogs. Avant il y avait Clear, mais encore avant il y avait ce qu'on appelait des CMS, mais tout pourri, des trucs comme PHP Nuke et tout. Tu voulais faire un site, en gros, fallait savoir te débrouiller avec, de savoir au moins, tu vois, te bidouiller en HTML, sinon en PHP. Fallait savoir, si tu voulais pas avoir un site vraiment trop laid, bidouiller un peu avec Photoshop. Et en même temps, si tu voulais partager des idées, fallait t'y connaître dans les idées que tu partageais. Donc, du coup, ça demandait vraiment d'avoir des compétences ou d'être bon dans plein de trucs différents. Et c'était vraiment un peu dommage dans le sens, moi, à l'époque, j'avais rencontré pas mal de gens dans des stages, par exemple, que j'avais organisés, parce qu'à l'époque, j'organisais des stages chez moi, tout ça. T'avais des gens qui avaient vraiment, je me rappelle, des gens parfois peut-être un peu plus âgés, donc qui étaient pas, qui étaient pas un peu nés ou qui avaient pas, moi je suis pas né avec Internet, mais qui avaient pas vraiment baigné dans ce bain-là, mais qui avaient des histoires, des histoires de vie, de folie, des trucs à partager, de vraiment des expériences professionnelles et de vie, vraiment des belles choses à partager, et qui pouvaient pas vraiment le faire parce que tu regardais la tête de leur site et t'avais peur, quoi. Tu vois, tu voyais le site, ça donnait pas confiance, ça donnait pas envie. Et maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as plus cette partie-là. Donc du coup, moi je trouve que c'est un énorme pas en avant. Autant c'était marrant. Après, il y a toujours le problème de gens qui restent un peu peut-être. Tu vois, quand ta seule compétence c'était de faire de la technique, du coup, bon. Mais avant, fallait vraiment avoir ces deux compétences-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça devient extrêmement simple. Il y a cette partie-là qui est quasiment complètement enlevée et qui année après année devient encore plus simple. Et moi, c'est la raison pour laquelle, tu vois, la technique, je préfère
justement, pas abandonner, mais passer sur des façons de le faire qui sont plus simples. C'est pour ça que je suis passé, tu vois, d'avoir un site web à utiliser des plateformes comme YouTube, comme Facebook, même si moi je suis pas forcément un grand fan toujours de ces plateformes-là, dans le sens où ces plateformes-là, elles sont là aussi dans leur intérêt à eux, elles sont pas là pour t'aider toi. Donc du coup, parfois c'est vrai, par exemple, si tu as toute ta vie sur YouTube, si toute ta vie est dépendante de YouTube, c'est-à-dire tous tes revenus sont dépendants de YouTube, bah il y a un problème à un moment. On l'a vu, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. On l'a vu quand YouTube a baissé la façon dont il te rémunère quand tu fais des vidéos, si tu es payé avec la monétisation, et puis les critères de monétisation qui ont changé. Enfin, maintenant c'est avec leur algorithme. Là, il y a plein de problèmes. Enfin, si tu veux, le problème c'est que quand tu es dépendant de ça, une plateforme comme YouTube va être beaucoup moins juste même que le pire des patrons, parce que le pire des patrons, quand t'es salarié, il y a des lois où tu vas pouvoir l'envoyer au prud'homme, où il y a des lois derrière, mais là t'es pas du tout dans une relation de salarié à employé, mais t'es toujours dépendant d'une seule personne, d'une seule société en l'occurrence, et cette société-là, elle peut changer ses règles, et du coup c'est un peu dangereux. C'est pour ça que c'est peut-être plus intéressant justement d'être un peu sur plusieurs plateformes, mais là on change de sujet. Ouais, ce que je voulais dire, c'est moi je trouve que c'est bien justement de passer sur autre chose, c'est-à-dire des façons beaucoup plus simples de le faire. Le problème, c'est que ces autres choses-là aussi, elles te rendent peut-être, elles créent un autre problème, si tu veux. Ouais. Quel problème? Le problème, que le risque, c'est de devenir dépendant d'une plateforme, tu vois, qui puisse décider de un peu avoir une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, quoi. Parce que quand tu as toute ta vie, quand t'as, je sais pas, tout ton, si tes revenus, mais pas que tes revenus, ton audience, tout qui dépend d'une seule plateforme, et que cette plateforme, elle décide que t'as plus ta place là, ou bien que dans le cas de quelqu'un qui gagne sa vie avec la monétisation, que on va diviser par 5 combien tu gagnes, toi t'as rien à dire, et puis voilà, quoi. Et comment on fait pour créer du contenu sans être dépendant de la moindre plateforme? Je pense justement que, après, moi, c'est ma vision de la chose. Après, chacun a un peu son truc, mais moi, j'ai pas envie de faire du contenu spécifiquement pour une plateforme. C'est-à-dire, par exemple, faire du YouTube pour YouTube, parce que il y a beaucoup de gens qui sont très très bons là-dedans, c'est-à-dire qui sont très bons sur YouTube et qui font vraiment un truc qui colle à YouTube, à la culture YouTube, à tout. Le souci, c'est que la seule chose qu'ils savent faire, même s'ils le font excessivement bien, c'est du YouTube. Donc demain, si c'est plus YouTube, il y a eu des surprises, hein. Il y a eu, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, les Skyblogs, il y avait que ça. Après, il y a eu MySpace. Ça, c'était des sites qui avaient des audiences, mais gigantesques, tu vois. Il y a eu MySpace, il y a eu, je sais pas, il y en a eu d'autres, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, on sait pas, tu vois, peut-être, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, même, mais peut-être même dans 5 ans, avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec YouTube, on sait pas. On sait pas, tu vois, on peut pas prédire l'avenir. N'empêche que si tu sais faire que du YouTube, il y a un moment où tu vas être perdu si demain, c'est plus YouTube. Bon, ça risque pas d'être Snapchat, je pense, mais imagine que ça soit Snapchat et que tout le monde migre sur Snapchat, qui a un langage complètement différent, une façon de faire les choses complètement différent, et tu vas être perdu, tu vas plus avoir l'audience que tu avais sur YouTube, tu vas plus être bon sur cette plateforme-là parce que ça va être encore autre chose, mais tu peux aussi faire les choses différemment, c'est-à-dire faire ton truc à ta façon et puis utiliser les plateformes, c'est-à-dire évidemment t'adapter aux plateformes, mais pas ne faire que ça, c'est-à-dire être un peu comme un auteur, quelqu'un qui écrirait des livres, il y en a plein comme ça, quelqu'un qui écrit des livres et puis il partage aussi des pensées ou des choses qu'il pense sur Facebook ou sur Twitter, il va faire des petites vidéos de sa vie ou quoi sur Snapchat ou sur je sais pas quoi ou sur Instagram, ou tu vois, il va partager des moments de sa vie sur Instagram ou sur machin, et du coup c'est un peu, tu vois, s'il y a une plateforme qui est plus là, c'est pas grave, il y a le reste. Il a son univers, quoi, et les gens suivent son univers et pas juste son compte Instagram. Oui, et puis c'est que l'essentiel du travail est pas mis sur comment être, tu vois, par exemple, comment être meilleur que les autres en YouTube, mais comment être, je sais pas, j'ai un message, je le partage, quoi. Après, évidemment, je colle au langage de YouTube quand je suis dessus, plus que si je suis sur Instagram ou ailleurs, tu vois, mais je sais pas comment expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est quoi pour toi les pires plateformes pour créer du contenu? Je sais, les pires plateformes, c'est forcément celles que tu utilises pas. Donc, je sais pas. Moi, Snapchat, j'ai jamais accroché, mais je pense que c'est peut-être une question aussi de génération. Pour quelle raison? Je sais pas, ça m'a jamais, honnêtement, hein, je sais pas, ça me paraît être, après, je sais pas, tu vois, c'est comme Bingo Live ici, ils utilisent beaucoup en Asie, nous je pense pas qu'on utilise ça chez nous. Tu as des gens qui se filment toute la journée, donc du matin jusqu'au soir. On a Periscope, Periscope, qui est un peu comme ça. Mais moi, c'est des trucs, tu vois, je regarderai pas ça, donc du coup, j'utilise pas non plus. Tu vois, moi, j'utilise ce que je regarde, je pense que c'est normal. Et c'est marrant parce que tu utilises un peu Facebook comme les gens utilisent Snapchat. C'est-à-dire souvent tu partages des petits trucs, tu vois, des petites vidéos ou des petites photos de ta journée, et c'est un peu comme ça que souvent les gens utilisent Snapchat. Ouais, je sais pas. Après Snapchat, c'est peut-être plus jeune que moi. Je suis peut-être un peu trop papy pour Snapchat aussi, je sais pas. Mais bon.
Après Snapchat, j'ai pas vraiment essayé, je t'avoue, donc j'ai pas vraiment essayé de m'y plonger plus que ça. Après Instagram, j'ai utilisé un petit peu. J'aime bien Instagram, surtout pour voir ce que font un peu les gens, parce que tu sais, sur YouTube, sur Facebook, pour moi, le problème de Facebook en tant pas que création, mais pour consulter, c'est que parfois tu veux suivre un peu ce que font les gens, par exemple les gens qui te suivent. Tu vois, toi tu fais des vidéos, des trucs, tu veux voir un peu ton audience, qu'est-ce qu'ils font de leur vie, et puis là tu vas te taper toutes les photos avec la grand-mère, la voisine, les opinions politiques, et du coup tu t'en fous, t'as juste envie de savoir un peu ce qu'ils font de leur journée, et puis t'es pas dans leur vie, c'est des gens que tu connais pas, et donc c'est vrai que sur Instagram tu vois le truc. Maintenant, je sais pas, excuse-moi, Non, vas-y. Ouais. Moi, ce qui me dérange un peu sur Instagram, et c'est pour ça que j'ai un peu lâché, c'est que j'aime pas trop. Tu sais, il y a un peu cette attitude, j'ai envie de montrer un truc qui montre. Tu vois, c'est un peu, je me la raconte, quoi. Il y a un côté avec l'image qui est quand même vraiment, tu vois, j'ai une meilleure journée que la tienne, ou j'ai une plus grosse truc que la tienne, ou tu vois, je suis été dans un resto plus cher que toi. Enfin, et ça a tendance à me saouler un petit peu. Mais tu regrettes le blog, le blog justement, c'était ce que tu décris, c'était le truc où il y avait aucune autre distraction, il y avait pas de fil d'actualité, il y avait pas tous les trucs qu'on voit autour sur Facebook. Tu regrettes le blog ou pas? Je regrette les blogs. En fait, oui, je regrette un peu moi l'écrit, parce que l'écrit finalement a de moins en moins de. L'écrit, je veux dire, tu vois, plus que 2 lignes en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où on consultait beaucoup de contenu. Je sais pas si on nous voit encore. Attends. Voilà, on consultait beaucoup plus de contenu texte qu'aujourd'hui, et aujourd'hui il n'y a pas vraiment de YouTube de l'écrit, c'est-à-dire s'il y a Medium, mais il n'y a pas grand monde en français sur Medium, tu vois. Il y a de plus en plus quand même, j'ai l'impression. Peut-être de plus en plus, mais si tu compares à ce qu'était, je sais pas, un truc comme Google Reader à l'époque, qui était donc une plateforme qui te permettait de lire des blogs avec des flux RSS, c'était un truc peut-être pas quasiment tout le monde utilisait ça, mais tout le monde utilisait au moins un lecteur de flux RSS. T'avais des trucs comme NetVibes aussi d'ailleurs qui étaient français, ça c'est assez vieux, qui te permettaient de voir un peu les dernières choses qui avaient été postées par les sites web. Et t'avais aussi tous ces sites web j'ai pas envie de faire l'instant nostalgie, tu vois, en mode papy, mais quand même, t'avais tous ces sites web qui étaient des bases de données de référence. Par exemple, t'avais un gars, il avait un site sur la robotique, et c'est comme une encyclopédie, quoi. Tu pouvais tout apprendre. T'avais le gars, il avait un site sur comment, je sais pas, moi, faire des peintures, faire de la peinture, ou sur le matériel de podcast, ou je sais pas quoi, de web radio à l'époque, tu vois. Et tu vois, t'avais ces sites web créés par des passionnés, dans lesquels il y avait énormément d'infos qui étaient catégorisées. Ouais, qui étaient catégorisées autrement que par le plus récent. Voilà. Maintenant, c'est vrai, moi j'ai pris l'habitude, tout le monde a pris l'habitude. Maintenant, c'est vrai que tout ce qu'on fait est classé par plus récent. C'est pas mal aussi, parce que ça te permet toi d'enfouir les vieux trucs et donc de progresser. Moi, je trouve que c'est le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que t'essayes toujours de, toi, les trucs que tu fais sont vite oubliés, donc on peut se dire, tu vois, c'est con, je l'ai fait, il y a plus personne qui va le voir. Mais d'un autre côté, ça te permet d'essayer de faire des trucs mieux, sans qu'on voit trop les trucs un peu cons que t'as fait, tu vois, ou un peu moins bien que t'as fait par le passé. Et c'est vrai que ça encourage à progresser aussi, quoi. Ouais. Après, c'est une autre époque, et puis ça va continuer à changer. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça va paraître vieux dans 5 ans aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le truc, c'est à mon avis, ce qui est important, c'est de pas rester figé sur une technique ou sur un truc ou sur un machin, mais plutôt de s'accrocher à des idées, à une philosophie ou à quelque chose mais même quand on est dans un sujet un peu terre à terre comme créateur de contenu, il y a toujours une façon de voir un sujet terre à terre qui soit un peu plus qui soit connecté à quelque chose de peut-être plus profond, c'est-à-dire une vision de la vie ou des grands principes ou quelque chose comme ça qui va rester finalement, quel que soit les plateformes, que t'en parles sur un bouquin, que t'en parles sur une vidéo, que t'en parles sur, je sais pas, sur un truc qui va apparaître dans 5 ans qu'on connaît pas encore, quoi. Quelle a été ta plus grosse difficulté dans ce parcours-là ? La plus grosse difficulté, tu veux dire dans la vie ou dans la vie de quelqu'un qui vit comme ça, ou dans le métier, ou dans les deux, pourquoi pas. Le plus difficile, il y a pas mal de trucs qui sont difficiles en fait. Je pense le plus difficile, c'est quand t'as pas de, je sais pas si on est mal organisé là. C'est que tu n'as pas de, t'es tout seul en fait. Donc ouais. T'es tout seul, mais il faut que tu restes tout seul, dans le sens où comment dire, c'est dur à expliquer ça. C'est-à-dire que t'as personne pour te consoler, tu vois, quand ton truc ça marche pas, et c'est même dangereux, parce que si t'avais quelqu'un qui te consolerait, ça vaut, du coup tu vas rester à ce niveau-là, tu vas plus te... Du coup, ouais, faut... Et personne pour te féliciter quand ça marche bien aussi. Ah non, puis il y a plein de gens qui vont pas comprendre. Tu vois, c'est-à-dire t'as souvent des problèmes aussi quand ça marche bien que personne va comprendre, parce que tu vois, c'est comme le problème c'est-à-dire que les gens ça a super bien marché pour toi. Tu vois, t'as envie de faire la fête, tout ça. Déjà, t'es tout seul un peu pour faire la fête. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça a dû t'arriver aussi. Genre, t'as fait un super truc, t'es super content, t'as un résultat de fou. T'as envie de faire la fête tout de suite maintenant là. Sauf que les gens qui sont autour de toi, ils ont pas participé au projet, donc ils vont peut-être t'accompagner comme ça, mais ils sont pas dans la même euphorie que toi, tu vois. Et c'est vrai que c'est vrai aussi dans l'autre sens.
Et c'est pareil, si tu veux trouver des idées que tu les trouves pas, souvent tu vas devoir quand même les trouver, mais par toi-même, parce que les gens qui sont autour de toi, bah ils sont pas branchés sur ton truc, vu que tu travailles seul. Donc si tu travaillais, tu vois ce que je veux dire, les gens qui sont dans ta vie ou tes amis ou les gens qui t'entourent, c'est des gens qui sont souvent pas du tout. Tu vas pas leur demander, voilà, qu'est-ce que t'en penses de mon prochain sujet, parce qu'ils sont pas du tout dans le délire en fait. Et du coup, c'est bien parce que ça apprend justement à avoir. Au début, c'est difficile peut-être parce que la confiance en soi, elle se développe en ayant des preuves qu'on est capable de faire un beau truc. Donc finalement, au début, si t'as pas encore les preuves, ça va être dur, mais à mesure, bah tu vas avoir des preuves. C'est-à-dire, tu vas avoir réussi des trucs, des petits trucs d'abord, et puis peut-être un peu plus grand après. Et du coup, ça va t'encourager, ça va devenir plus facile de le faire tout seul. Mais c'est vrai que parfois, bah c'est un peu, je pense, c'est la plus grande difficulté finalement, c'est ça quoi. C'est ça. Et après, ouais, t'es toujours un peu à part finalement, parce que y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que tu fais non plus, même si tu leur expliques, même si tu leur montres. Y a beaucoup de gens qui, tu vois, c'est-à-dire que souvent tu vas être dans des sujets de discussion aussi que tu vas pas pouvoir partager. Je pense, ça dépend de tes sujets. Moi, pour mes sujets à moi, bon, surtout quand je parlais de marketing, j'en ai parlé pendant des années. Bon, tu peux pas avoir ces discussions-là avec des gens avec qui tu vas boire un café après ou des potes ou quoi, parce que c'est des gens qui vont pas du tout être dans le délire marketing. Et du coup, toi, t'es vraiment extrêmement, t'es un peu extrémiste sur tes sujets, dans le sens, c'est des sujets par lesquels t'es complètement passionné, tu lis plein de trucs et tout, mais bah voilà, t'es un peu, tu vois, tu les partages pas finalement ces idées-là en dehors de tes contenus. C'est bien parce que ça t'aide, enfin, ça te permet de parler. C'est facile après d'en parler parce que c'est le seul endroit où tu peux en parler, quoi. Mais c'est vrai que t'as un peu voilà, t'es un peu tout seul, quoi. Mais moi, j'aime bien être tout seul, tu vois, j'aime bien. Bref, moi ça me dérange pas, tu vois, parce que ça permet. Mais je pense que c'est la plus grande difficulté, en tout cas je pense pour beaucoup de gens. Ouais, bah tu dis souvent que ce qui vient avec la liberté, c'est toujours la responsabilité. Et finalement, peut-être la première responsabilité de quelqu'un qui bosse seul ou dans l'indépendance, c'est son bonheur, c'est sa vie sociale, c'est justement d'arriver à résoudre ce problème qu'ont pas par définition les salariés ou les gens qui travaillent dans une équipe, parce qu'ils sont soutenus par l'équipe et parce qu'ils ont cette cohésion, quoi. Alors moi il y a un truc qui m'a toujours frappé et c'est pour ça que je te suis depuis des années, c'est que j'ai l'impression que quand il y a une tendance sur internet, tu fais souvent l'inverse, ouais. L'opposé, tu vois. Ouais. D'où ça vient et comment tu fais du coup pour trouver des idées, sachant que personne l'a trouvé avant toi. Moi je suis un peu contestataire aussi, donc j'aime bien faire le contraire du truc normal, tu vois. Mais c'est vrai que je sais pas, par exemple, moi ça m'est arrivé plein de fois aussi, si tu as une idée et qu'il y a pas mal de gens qui font la même chose, tu vois, par exemple, t'en parles, t'as trouvé un truc, c'est génial, t'en parles, tout le monde se met à faire la même chose, bah là j'ai besoin de faire parce que du coup, enfin tu vois, c'est un peu une réaction, mais c'est pas mal. Moi j'aime bien ne pas suivre le truc, donc moi j'ai toujours été un peu comme ça. Après c'est un peu un trait psychologique qu'autre chose, quoi, mais effectivement, moi j'aime bien faire le contraire. Après faire le contraire, c'est-à-dire que ça, tu sais, il y a jamais vraiment de bonne solution finalement. N'importe quelle solution peut être bonne selon la façon dont laquelle on fait. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment, regarde, c'est pareil, on parle là de podcasts, de vlogs, de trucs, on en parlait tout à l'heure. Si tout le monde se met à faire des vlogs, ben moi je vais me mettre à faire des podcasts. Ou si tout le monde se met à faire des podcasts, je vais me mettre à faire je sais pas moi, tu vois, et du coup tu peux très bien faire un bon truc, que ça soit un vlog, un podcast, un machin. Tu peux faire un bon truc quelle que soit la façon dont tu le fais. Donc du coup autant choisir une façon qu'il y a pas beaucoup de monde qui fait. Enfin moi c'est un peu ma réflexion. Après tu sais, le fait d'être, j'en parlais d'ailleurs hier je crois, ou je sais plus quand, le fait d'être minoritaire, c'est quelque chose qui est vu très très mal. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand tu as un handicap, par exemple. Imagine, je sais pas, t'as un problème tu es en fauteuil roulant ou je sais pas quoi. Bon, tu vois ça, ou ça peut être autre chose, une maladie, ou ça peut être n'importe quoi. Le fait de faire partie, je sais pas, d'être ouzbek alors qu'il y a aucun ouzbek là où t'habites. Bon, le fait d'être minoritaire ou dans tes idées ou dans n'importe quoi, bah on voit ça un peu comme, tu vois, on se dit merde, il y a personne qui va me soutenir, ou comme on le disait tout à l'heure, je vais être un peu tout seul. Mais le fait d'être minoritaire, souvent, ça te permet d'avoir des relations beaucoup plus profondes que celles que tu aurais jamais pu avoir, ou des discussions ou des relations humaines, dans le sens où, regarde, l'exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple pour un expat. Si tu es expat français, par exemple, t'es expat français, tu vas dans un coin, il y a que des Français. Tu vois, dans une grande ville où il y a que des expats français, genre à Londres, je crois qu'il y en a 100 000, non, ou je sais plus. Enfin, bon, du coup, il y a personne qui va, ou je sais pas. L'exemple que je prenais concrètement, c'était celui-là, un expat occidental qui va en Thaïlande, dans les grands centres touristiques thaïlandais. Je parle pas dans la campagne, mais là où il y a plein de monde. Bon, tu vas en Thaïlande, il y a plein d'autres expats, donc les gens, les locaux, tu vas jamais avoir une expérience authentique avec eux parce que ils vont te voir comme le 100 millième expat qu'ils ont vu dans la journée. Tu vois, il y a aucun. Maintenant, quand tu es le seul expat ou le seul occidental au fin fond de la campagne cambodgienne,
viennent, les gens vont être adorables avec toi, vont t'inviter à manger chez toi, enfin pas manger chez eux, pareil en Roumanie rurale par exemple où j'ai habité, justement parce qu'ils en ont pas vu d'autres. Donc t'es minoritaire, c'est pas qu'ils en ont pas vu d'autres, mais au moins dans la journée ou dans la semaine, ils en ont pas vu d'autres. C'est pareil quand on rencontre, là on est en train de discuter, mais là on est dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui bossent sur le web, bon il y en a qui passent de temps en temps, mais on pourrait discuter avec plein de gens, mais on n'aura jamais la même profondeur de discussion, ni jamais peut-être la même passion si on discutait avec quelqu'un avec qui on n'aurait que la pluie et le beau temps en commun, alors que là, vu que, je sais pas, Antoine et moi, par exemple, on travaille sur le web, on fait un peu des choses sur lesquelles on a il y a des similarités, et donc du coup, on partage un truc sur lequel on est extrêmement minoritaire, et donc du coup, on a tout de suite un truc qui va nous permettre de discuter, d'avoir une discussion qui va être bien plus passionnante que si on n'avait pas ça, que si on était juste quelqu'un de moyen dans le truc. Et finalement, le fait de rechercher à être minoritaire dans ce genre de trucs, les formats, les trucs, les machins, ça permet aussi d'avoir ça. C'est-à-dire que tout de suite, on te voit finalement. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui... comment expliquer ? Je te parlais des handicaps tout à l'heure, mais quelqu'un qui a un handicap, ou qui est sourd, ou qui est, je sais pas, qui a un problème comme ça, dès qu'il va rencontrer quelqu'un qui a le même problème, d'un coup, ils vont se mettre à discuter pendant 3 heures, tu vois. Et c'est exactement pareil pour ça. C'est-à-dire que ça te rend, c'est Seth Godin qui avait écrit le livre de Purple Co, je crois, La Vache Pourpre, ou je sais plus. Ouais. Bon, je me rappelle plus de toute l'idée du bouquin, de toute l'histoire du bouquin, mais c'était à peu près ça. C'est l'idée que quand t'as une vache qui est violette, tu la vois. Remarque, ouais. Mais, tu vois, soit t'essayes de faire tout. Le problème, moi, j'essaye d'éviter aussi le fait de gravir les échelons, parce que c'est un truc que j'aime pas. C'est pour ça que je vis pas en dehors de la société, mais tu vois, j'habite quand même au Cambodge rural, donc je suis pas soumis aux mêmes règles peut-être que les gens qui sont dans le truc normal. Mais moi, ça m'a jamais intéressé. C'est pour ça aussi que je voulais pas être salarié. Si tu veux, de devoir gravir des échelons, moi, je préfère les créer par moi-même, les échelons. C'est-à-dire quand t'es entrepreneur, c'est toi qui fais ton truc. Quand tu es salarié, ça, je dis pas que c'est pas bien, c'est chacun a sa psychologie différente, mais tu vas devoir être meilleur que, tu vois, déjà il y a Jacqueline là, il faudra être, tu vois, un peu faire en sorte qu'elle se fasse virer. Après va falloir un peu, tu vois, failloter avec le chef de service. Après va falloir faire ça, tu vois, pour monter et jusqu'à arriver là où tu veux arriver. Moi ça c'est un truc qui m'intéresse pas. Et tu sais pourquoi? C'était un événement dans ta vie ou un truc qui a entraîné ce rejet là? Je sais pas, non, c'est juste que moi je trouve ça hyper négatif dans le sens où il y a rien de créatif, de rien, tu vois, c'est souvent très, je sais pas. Puis tu dépends de tout le monde, tu dépends de choses que tu maîtrises pas. Et c'est vrai que c'est pareil quand tu imagines, tu fais un truc qui est pareil que tout le monde sur YouTube, par exemple. Tu peux réussir en faisant ça. Tu peux vraiment réussir en faisant ça, mais il va falloir faire le même travail à peu près. Parce que vu que ça va être pareil que tout le monde, il va falloir être pote avec machin, il va falloir que l'autre qui est un peu menaçant pour toi, un concurrent, va falloir qu'il disparaisse. L'autre va falloir qu'il parle de toi, l'autre va falloir que tu te fasses voir dans telle situation. Et le fait de faire quelque chose de radicalement différent du reste, ça te permet justement de pas avoir besoin de jouer à ça. Donc c'est un peu aussi pour ça peut-être. Enfin après il y a plein de raisons et tu peux le voir dans plein de sens différents, hein, mais ouais. Ok. Alors, t'as fait pas mal de virements de bord aussi au niveau de ta thématique. À un moment, tu parlais beaucoup de marketing. Ensuite, t'as parlé de voyage. T'as parlé de la construction de ta maison au Cambodge. Maintenant, tu parles un peu de thématiques moins terre à terre, comme je sais pas, la méditation, la religion, la musique, les drogues naturelles. D'abord, qu'est-ce que tu recherches? Quel est ton but? Et est-ce que t'as pas peur qu'il y ait de perdre ton audience, de perdre l'audience qui te suivait au début, par exemple? Non, c'est juste que, moi, j'ai parlé beaucoup de marketing et en fait, je me suis limité à un sujet pendant pas mal de temps et aujourd'hui, j'ai envie de plus me limiter sur les sujets, c'est-à-dire de juste parler des choses qui m'intéressent à un moment donné. Et tu sais, moi, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais c'est un peu par période. C'est-à-dire, j'ai des périodes, je pense pareil pour toi, où je sais pas, il y a une période tu t'intéresses à un truc, l'autre période tu t'intéresses à autre chose. Et du coup, faire partager ça dans les contenus que je fais. C'est sûr qu'il y a des moments, ça va moins intéresser, hein. Mais tu sais, je lisais un bouquin, enfin j'ai pas fini encore, mais il y a une biographie de Léonard de Vinci comme ça. Tu sais, à la Renaissance, il y avait vraiment cette idée-là de... Il n'y avait pas la séparation entre, par exemple, là, tu vois, comme chez nous, les scientifiques et puis les littéraires ou les créatifs et puis et t'avais les gens à l'époque s'intéressaient, je sais pas, tu vois, à quoi ils s'intéressaient, je sais pas, à l'art, à l'architecture, à la science, à la physique, aussi bien qu'à la musique et que à l'astronomie. Enfin, c'est un truc de fou. C'est fascinant. Ouais, c'est vrai. Et moi j'aime bien ce truc-là, enfin tu vois, je m'intéresse pas à toutes ces choses-là, mais je trouve ça dommage aujourd'hui. Surtout, moi j'ai fait beaucoup de contenu sur les mêmes sujets, donc aujourd'hui j'ai envie de continuer à faire du contenu parce que ça m'intéresse vraiment et puis c'est un peu ma vie, mais j'ai envie d'ouvrir, tu vois. Mais du coup forcément, t'as des sujets parfois qui
passionne pas tout le monde. Et puis c'est comme quand t'as un pote, le gars il aime bien la moto, Johnny Hallyday, et puis je sais pas moi, l'astronomie justement, bah peut-être que toi t'aimes pas Johnny ou t'aimes pas la moto quoi. N'empêche que bon, tu vas quand même avoir des discussions avec lui, mais voilà. Ouais. Je me dis, alors moi j'ai le sentiment que aujourd'hui dans tes contenus, t'es moins violent qu'avant. Ouais, dans le sens où avant souvent tu t'hésitais pas à taper sur je sais pas sur la classe moyenne, sur le salariat, sur plein de trucs, tu vois, et tu faisais parfois de manière assez violente. Et aujourd'hui j'ai l'impression que tu prends soin de n'attaquer personne. Est-ce que c'est volontaire? Je prends pas soin. Je sais pas, je suis peut-être plus gentil aussi, mais après ouais, je sais pas. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais je suis plus détendu aussi dans le. Tu vois, c'est une question d'être détendu plus, je trouve ça. Ouais, mais je suis vraiment plus détendu maintenant. Le fait de plus, parce que moi je suis plus en train de courir après plein de trucs et tout là, tu vois, je suis un peu posé, je suis pas retraité, tu vois, mais je suis plus rien pépère. à prouver quoi. Non, mais c'est plus que maintenant je suis pépère et j'ai réappris un peu à être pépère aussi dans ma vie quotidienne et du coup j'ai pas vraiment, tu sais, j'ai moins le besoin de crier là. Non, mais c'est vrai, hein. Et tu parlais de méditation, et il y a un truc, tu vois, la méditation. Tu vois, je vais pas te pourrir ton truc avec mes machins de gens perchés là. Non, vas-y. Mais tu as, je sais pas, la méditation, ouais, ça m'a fait changer la vision de certaines choses aussi. C'est pas la vision, c'est pas intellectuel, hein, c'est juste du ressenti. Mais je sais pas, non, c'est vrai que je suis moins énervé. Ouais. Alors il y a un truc, moi on me dit parfois ouais tu fais la même chose que Jean Rivière, tu es toujours pareil, qui est un peu vrai parce que c'est vrai que tu m'as souvent donné des idées puisque je consulte ton contenu tous les jours. C'est très difficile en fait d'écouter ton contenu tous les jours c'est quasiment impossible. Et de mettre une barrière dans le contenu que je fais moi. Donc souvent il y a des trucs que je répète un peu sans m'en rendre compte. Alors moi aussi de mon côté j'ai des gens qui me copient un peu, tu vois, et ben ça me dérange pas. Je voulais savoir quel était ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font un peu la même chose que toi? C'est pas que tu fais un peu la même chose que moi, c'est je sais pas quoi te répondre parce que moi je me suis beaucoup inspiré de pas mal de gens qui m'ont aussi beaucoup apporté de choses. Après je pense qu'il faut pas rester coincé sur une personne ou quoi, mais on fait pas la même je pense pas qu'on fasse la même chose et qu'on le fasse de la même façon parce que déjà on s'adresse pas forcément moi j'en sais rien parce que j'ai pas été voir dans les rencontres des gens qui te suivent et tout, mais je pense pas qu'on s'adresse forcément aux mêmes personnes déjà en termes de tranche d'âge, en matière de langage aussi ou de type de gens, tu vois. Bon évidemment t'as des gens qui vont se retrouver chez les deux, mais et je trouve que c'est bien justement, tu vois, il y a pas grand monde qui fait ça. Moi quand j'ai commencé à faire du contenu, j'avais du vrai contenu, tu vois, j'avais 29 ans, et c'est vrai que tu vois pas beaucoup de gens, je sais pas, il y en a peut-être des nouveaux maintenant que je connais pas, mais c'est bien de faire ça, tu vois. Après, c'était quoi la question déjà, si tu me... Qu'est-ce que tu penses des gens qui reprennent tes idées par exemple? Ah oui, alors après, il y a deux choses si tu veux. Moi j'ai beaucoup parlé de marketing, fait des formations, donc t'as des gens qui effectivement vont appliquer, c'est normal, si tu enseignes quelque chose, si tu apprends aux gens comment apprendre comment jouer du piano, c'est normal qu'ils jouent comme de la façon dont tu leur as appris, donc du coup c'est normal qu'ils jouent un peu comme toi. Maintenant, moi, ça m'est arrivé d'avoir des cas où le mec, il te recopie ton site, ton logo, ton truc. J'ai même eu un mec qui me revendait, tu sais, il chopait mes formations et il les revendait, un truc vrai, hein. Le mec, il achetait les formations et il les revendait. Non, mais tu vois, il y a des limites, quoi. Ouais. C'est-à-dire que appliquer ce que tu apprends, c'est même bien, c'est plus que bien. C'est normal que si moi j'apprends un truc de quelqu'un, je vais appliquer ce qu'il m'a appris. Et donc, du coup, ce que je vais faire va ressembler à ce qu'il fait lui, quoi. Après, je vais aussi le mélanger avec autre chose. Mais il y a ça, et puis il y a copier, je sais pas, le mec, il a mis un logo vert, on va mettre un logo vert, ou le mec, tu vois, il a telle coupe de cheveux. Bon, moi, ça va être dur parce que j'ai plus de cheveux, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, regarde pour le vlogging. Les vlogs, tu connais peut-être Casey Neistat, toi tu connais, je te pose pas la question, mais c'est un vlogueur américain qui a un peu transformé la vidéo, l'inspiration de beaucoup de gens qui font des vidéos quotidiennes ou quasi quotidiennes, qui montrent un peu leur vie dans leurs vidéos. Et c'est vrai que tu as des gens qui vont copier un peu le truc de surface, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le même genre de musique, mais la vidéo elle va être toute pourrie, ou bien qu'ils vont tu vois, mettre des lunettes de soleil parce que le gars il met des lunettes de soleil, ou qu'ils vont, tu vois ce que je veux dire, c'est copier un truc mais sans comprendre, tu vois, alors que finalement si tu veux vraiment copier Casey Neistat, il faut que tu fasses ton truc à toi, quoi. Parce que l'idée c'est justement un peu ça, moi c'est ce que j'avais compris, et c'est rigolo de voir que tu vois, il y a deux façons de soit s'inspirer, soit copier. Soit tu vas reprendre les petits détails, genre l'apparence physique du gars, la façon dont il se fringue, tel ou tel, tu vois ce que je veux dire, des choses comme ça. Soit tu essayes d'apprendre, quoi. Mais si tu apprends aussi, tu te l'appropries après. Donc forcément, tu vas te l'approprier. Et je pense que le vrai apprentissage, quand on apprend vraiment quelque chose, moi je sais que j'ai du mal à apprendre quelque chose sans me l'approprier. Par exemple, quand tu lis un truc dans un livre,
souvent, tu le comprends vraiment quand tu le réécris ou quand même en parles dans un podcast ou autre, mais avec tes propres mots. C'est-à-dire que ça va passer par toi et ça va être peut-être ça va être pas filtré, mais mélangé à tes expériences de vie, à d'autres idées que t'as eues, à des trucs, et finalement, ça fait ta sauce à toi, quoi. Bref, tu vois. C'est vrai qu'on apprend aussi beaucoup mieux quand on fait du contenu après. C'est un des avantages, je trouve, de faire du contenu. Ça permet de reformuler l'idée, de trouver des métaphores, de trouver de la visualisation, tu vois. Et de vraiment ancrer cette idée dans notre cerveau. Et même au bout d'un moment, on avait l'impression que c'est notre idée à 100% parce qu'on s'est approprié, comme tu dis. Alors, t'as un peu tout vécu, enfin, tu le dis souvent, mais non, enfin pas tout, tu vois, mais t'as vécu un peu dans des extrêmes, dans plein de, enfin, tu vois, t'as toujours un peu cherché les extrêmes. Est-ce que après tout ça, t'as trouvé le vrai bonheur? Je sais pas si j'ai trouvé le vrai bonheur, hein, mais non, c'est juste qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de trucs. J'en parlais d'ailleurs récemment, mais tu vois, c'est-à-dire que chercher toujours l'extraordinaire, il y a un moment où c'est fatigant et où tu peux tu vois, tu peux trouver l'extraordinaire aussi dans l'ordinaire. Enfin, je vais pas te refaire le podcast que j'avais fait là-dessus, mais tu te fatigues au bout d'un moment, t'as envie de te poser, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de me poser un petit peu, donc c'est vrai que je suis plus détendu, mais c'est normal, parce que quand t'es lâché dans la nature comme ça, tu vois, on te lâche dans la nature avec de quoi vivre et de quoi explorer le monde, bah, t'as envie de faire des trucs, t'as envie de faire des trucs de fou que t'as jamais fait dans ta vie, t'as envie d'aller dans un endroit de fou, t'as envie d'explorer, je sais pas, plein de choses, et du coup, bah voilà, après, au bout d'un moment, tu l'as fait, c'est comme quand tu rentres de vacances, bon, bah voilà, t'es bien fatigué, et puis tu reprends, je sais pas, tu te poses un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais. Et du coup, bah c'est un peu venu le moment. Bon, après, moi j'ai bientôt 40 ans, donc c'est un peu aussi la crise de la quarantaine, peut-être tout ça, tu vois. T'as quand même dit que tu prenais ta retraite il y a quelques semaines. Ouais, moi, je suis un peu en retraite. Bon, du coup, qu'est-ce que tu feras quand t'auras 80 ans, quoi? Bah moi j'ai pas envie d'arrêter du coup de faire mon contenu, donc enfin, pour l'instant, après dans 40 ans, on sait pas, il peut se passer des trucs, tu vois, il y a le temps de voir. Mais moi j'ai pas envie d'arrêter. Après, c'est forcément ce qui va changer, c'est les sujets, les trucs, tu vois. Je te dis pas que dans 40 ans je vais parler des mêmes sujets et que j'en parlerai de la même façon. J'espère pas, quoi, parce que sinon ça va être un peu chiant les 40 années à venir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi ça me plaît, ça fait partie de ma vie, tu vois, d'avoir un moment d'expression comme ça. Mais que ça soit un podcast ou que ça soit écrire, tu vois, je sais pas du tout ce que ça va devenir, mais j'aimerais bien que ça reste, ouais, parce que ça fait partie de ma vie, et puis c'est sympa, et puis ça me permet de gagner ma vie en même temps, enfin comme tu le sais, puisque tu fais un peu la même chose, quoi, donc enfin le même type de métier, quoi, donc ouais. J'ai une dernière question, c'est sur la liberté, parce que tu as toujours cherché la liberté, tu l'as cherché dans plein de choses différentes. Finalement, c'est quoi pour toi la forme la plus pure, la plus intense de liberté que tu as connue? Ah, c'est intéressant ça. Alors, pas forcément que j'ai connu, mais j'ai le droit de modifier la question. Oui, vas-y. Je trouve que justement la liberté, alors ça c'est, mais par contre je vais les faire fuir tes mecs parce que là je vais rentrer dans les trucs un peu perchés, je vais tes auditeurs là. Non, c'est juste que d'ailleurs moi c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à tout le monde un peu autour de la méditation, tout ça, parce que moi aussi ça me paraissait un peu des trucs bizarres, j'avais essayé, ça avait pas, tu vois, j'avais l'impression que ça marchait pas. Ouais. Mais c'est que finalement la vraie liberté, tu vois, tu te dis la liberté c'est que la liberté concrètement c'est quoi? Le mec le plus libre au monde, ou si j'étais le plus libre que je pouvais être libre, ça serait quoi? Ça serait de pouvoir aller où je veux, ça serait de pouvoir payer tout ce que j'ai envie de payer, ça serait de pouvoir donc avoir des moyens et avoir accès à pas mal de choses, quoi. Voilà. Bon, ça c'est faisable, tu vois, aujourd'hui ça devient de plus en plus, ça dépend ce que tu as envie de faire dans la vie. Si tu as envie d'être propriétaire de la Tour Eiffel, ça va être dur, mais si tu as envie d'aller en vacances, de vivre sous les cocotiers, c'est de moins en moins dur. Maintenant, la vraie liberté, il y a encore un stade au-dessus, si tu veux. C'est les gens qui s'en foutent complètement, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, qu'ils soient dans la merde ou pas dans la merde, qu'ils soient malades ou qu'ils soient pas malades, que, tu vois ce que je veux dire, ce genre de gens. Et ce genre de gens-là, pour moi j'en suis pas, tu vois, je suis loin de là, hein. Mais quand tu vois qu'il y a ce genre de gens-là qui semblent exister, tu te dis, mais ces gens-là, ils ont l'air d'être quand même, d'avoir compris finalement mieux la liberté que le gars qui essaie justement de se protéger pour, ou tu vois, pour moi, c'est ça la vraie liberté, tu vois, genre le stade, tu vois, puissance 1000, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, ça passe non plus par, enfin, ça passe par, moi, je suis beaucoup intéressé aussi au stoïcisme parce que ça rejoint ça. Et dans le stoïcisme, on te dit que alors, le stoïcisme, il a une image un peu noire et tout, genre faut accepter tous tes malheurs. C'est pas ça en fait. C'est vraiment pas ça. C'est pas de la résignation. C'est juste que l'idée de base du stoïcisme qu'on retrouve aussi un peu dans d'autres courants,
c'est que le problème, c'est pas le problème, c'est l'interprétation que tu t'en fais. C'est-à-dire le sens que tu lui donnes, si tu veux. Tu retrouves ça même chez Anthony Robbins et tout, qui utilise beaucoup cette formulation. Tu retrouves ça dans plein de philosophies aussi. C'est que il se passe un problème et tu crois que le problème, c'est le problème, mais en fait, non, c'est l'interprétation, le sens que tu lui donnes. La preuve étant que n'importe quel problème, là, moi, je vais me répéter, pour les gens qui m'écoutent, ça va paraître être encore mais peut-être que c'est nouveau pour eux, donc j'ai de la chance, c'est des trucs que j'aime bien répéter, mais tu vois, au bout d'un moment, ça doit saouler, mais c'est que pour n'importe quoi, tu vois, tu regardes toutes les choses que tu as envie d'éviter dans ta vie. Je sais pas, la pauvreté, le fait de vivre dans une bagnole parce que t'as plus d'appart, le fait d'être, je sais pas, n'importe quoi, de devoir se balader à poil dans la rue même, et même de mourir, tu vois, parce que t'as des gens tu vas toujours trouver quelqu'un qui veut ça. Tu trouves des gens qui intentionnellement habitent dans leur voiture, ça existe. Tu regardes sur YouTube, il y en a qui le font parce qu'ils ont plus d'argent, mais il y en a qui le font de façon intentionnelle parce que ça les amuse. Tu as des gens qui, je sais pas, par exemple, le fait de parler à personne, d'avoir personne avec qui parler, d'être tout seul, enfermé entre quatre murs, tu vois. Bah, pour toi ou pour moi, ce serait un truc qu'on essaierait par tous les moyens d'éviter. On serait capable de donner peut-être tout ce qu'on a pour éviter ça, renoncer à tout pour éviter ça. Et t'as des gens, je sais pas, des moines ou des sortes d'ermites ou de sages en haut de la montagne qui ont choisi ça. Et même de mourir, t'as des gens, je t'apprends rien, qui choisissent ça, tu vois, qui choisissent de mettre fin à leur jour. Je dis pas que c'est bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, tu trouveras toujours quelqu'un qui a une interprétation différente, qui a une interprétation positive de quelque chose qui pour toi est un problème. Donc, s'il veut bien dire finalement que c'est pas la situation qui pose le problème, c'est l'interprétation que tu en fais. Et l'intention là-dedans est très très importante. Moi, je m'en suis rendu compte pas mal de fois dans ma vie. Par exemple, le fait de vivre ici au Cambodge rural. Le fait d'avoir minimalisé, par exemple, le minimalisme, c'est-à-dire vivre avec moins de choses, de faire le tri, tu vois. C'est des choses qui, quand elles sont faites de façon intentionnelle, peuvent être très intéressantes. Vivre en Roumanie rurale, mais même d'autres trucs que t'as fait toi, ou je sais pas. Chacun peut trouver des exemples dans sa vie de choses qu'il a fait, et parce qu'elles étaient intentionnelles, elles étaient devenues belles, mais si elles étaient subies, par exemple, le minimalisme, si moi je viens chez toi et je te fous tous tes trucs par la fenêtre, il va te rester 3 trucs, bah tu vas pas être bien. Maintenant, si c'est toi qui le fais parce que tu trouves que c'est une belle idée le minimalisme et que t'as envie de simplifier ta vie, tu vas l'apprécier. Mais pourtant, c'est le même résultat. C'est comme le jeûne, le fait de s'arrêter de manger. Voilà, exactement pareil. Comme le fait comme le jeûne, comme plein de choses. Et du coup, c'est juste l'intention qui change ça. Et je pense quand on comprend ça, moi, c'est ce que je cherche un peu dans ces trucs-là. Mais j'ai pas encore, tu vois, je te dis pas que ça y est, quoi. Mais je trouve ça, pour moi, c'est la forme la plus haute de liberté, c'est d'être capable de changer le sens qu'on donne à n'importe quelle situation et donc d'être complètement autonome dans n'importe quelle situation de la vie puisque t'as plus de raison de te soucier, quoi, de rien du tout. Voilà. Bon. Tu vois, c'était pour finir sur une note donc un peu, mais c'est... Finalement, la vraie liberté, tu la trouves à l'intérieur, quoi. Pas... Bah, je pense, justement. Vraiment, moi, j'en sais pas que je pense et j'en suis convaincu. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur, mais le fait d'être heureux, c'est pareil. Moi, c'est un truc que je dis souvent aussi. Tu vas voir mes voisins, là, surtout d'ici, là, les gars, ils ont grand sourire toute la journée. Bon, ils vivent dans les feuilles de, tu vois, une maison en feuilles de banane. Bon, tu vois, c'est des paysans cambodgiens qui habitent au fin fond d'un village. Bon, moi aussi, je suis au fin fond du village. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est des gens qui sont plus heureux que le gars qui allait à tous les séminaires de développement personnel. Bon, ce qui veut dire que, tu vois, c'est pareil. Le bonheur, c'est un truc, c'est pareil. C'est pas un truc qui se travaille. Pas un truc qui tu vois, il faut pas avoir plus de choses pour être plus heureux forcément. C'est-à-dire que c'est, comment dire, tu vois, lâcher prise. Ouais, et puis c'est juste se laisser s'autoriser peut-être à être heureux ou j'en sais rien, hein, mais tu vois. Bon. Ok, ouais. Bon bah si ces thématiques t'intéressent, va sur la. Ouais, je parle pas que de ça non plus. Ouais, hein, mais en ce moment t'en parles beaucoup. Ouais, mais j'en c'est parle bien, beaucoup, mais je parle pas que de ça. Ouais. Donc tu fais un podcast quotidien. Et tu fais, qui est aussi retransmis sur YouTube, je mettrai de toute façon tous les liens en description. Et en ce moment, tu t'es remis au vlog, là où tu racontes un petit peu ta journée, où tu fais toi-même tes musiques, ce qui est super cool, je trouve. Ouais, bah justement, dans le vlog, ça correspond à ce que je venais de dire aussi, c'est que tu vois, moi j'avais cherché à faire aussi des vlogs, et je pense tout le monde, des vlogs extraordinaires où tu montres des belles images, des trucs et tout, et finalement, c'est vrai que tu peux aussi montrer des choses tout à fait ordinaires de ta vie de tous les jours et qui vont vraiment plaire aux gens aussi, et du coup, ces choses-là peuvent te rendre heureux aussi. Mais attends, j'ai pas envie de te pourrir ton truc, donc vas-y, je fais la conclusion. Non, mais c'est bon, grâce à toi, j'ai fait le podcast le plus long du mois, là. Ouais, ça fait de la combien, matière, c'est cool. 42 minutes. 42. Bon, bah, tous ces podcasts durent quasiment, à peu près la même durée, donc faut le savoir en s'abonnant, quoi. Ouais, c'est pour ça je fais des trucs trop longs, moi, mais ouais. Non, mais c'est passionnant. Quand c'est passionnant, t'écoutes, quoi. Voilà, bon, bah, on se retrouve très vite pour le prochain, et puis salut à toi, Jean. Salut chez vous.